Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr. Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, sujet inédit, je suis ravi de recevoir à mon micro Laurence Merger, fondatrice d'Up2Date Learning, un organisme de formation spécialisé dans les formations dédiées à la création d'un environnement inclusif et au bien-être des collaborateurs. Laurence propose depuis quelques mois une formation e-learning unique sur le sexisme au travail forgée par la créativité, la bienveillance et l'engagement, issue d'un projet que tu as façonné depuis 2 ans. Nous allons y revenir. Donc déjà, un grand merci Laurence pour ton accueil, ta disponibilité. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Merci beaucoup Florent. Donc, on est dans tes locaux à Saint-Cloud, qui sont très sympas. J'ai une vue sur la Tour Eiffel, c'est fabuleux. On est plutôt bien là pour échanger. Pour commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Laurence, avant Up2Date Learning, qu'est-ce que tu faisais ? Quelle est ton histoire en fait ? Alors un peu comme Obélix, je suis tombée dans la potion magique des ressources humaines. J'ai toujours été dans les ressources humaines. Après justement une petite hésitation dans un premier temps, parce que j'ai fait une école de commerce. Et j'ai pris toutes les options possibles, marketing, commercial, même finance, j'ai même passé mon DEPC. Avec tous les stages qui vont bien pour... Tout. Et j'étais pas convaincue, donc c'est ce que je dis toujours aux étudiants en cours quand j'ai la chance de leur donner des cours, c'est de dire, voilà, cherchez, vous savez pas forcément où vous allez, quel sera votre métier, etc., mais soyez curieux. Et en dernière année d'école de commerce, j'ai pris une option qui était ressources humaines. Alors là, ça a été la révélation. Et depuis, j'en suis pas sortie. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a donné justement ce goût, où j'ai fait après un stage au BHV Rivoli, où on était déjà dans l'innovation parce qu'on a mis en place le temps partiel au BHV Rivoli pour avoir la meilleure couverture horaire. Et à partir de là, j'ai trouvé ça excellent d'avoir justement cette dualité de stratégie d'entreprise, objectif, performance collective. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le commercial, avoir un bon produit, avoir une bonne communication marketing aussi. Il fallait avoir justement les hommes avec leur engagement, leur motivation, leurs compétences, etc. Et c'est cette dualité des deux qui m'a complètement charmée, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'étais complètement dedans. Et après, j'ai continué. J'ai fait, à l'époque, je vais paraître dinosaure en disant ça, mais un DESS en RH, à l'IGS RH. Et j'ai poursuivi avec un stage dans une start-up. On était 20. Il y avait juste la paye et l'administration du personnel qui fonctionnait. Et donc, j'ai monté toute la fonction avec la partie formation, REM, etc. Start-up qui existe toujours Start-up, malheureusement, qui n'existe plus à force d'être fusionnée, etc. dans tous les sens, exactement, qui a été reprise. On était 20 quand je suis rentrée. J'ai fait le choix de continuer dans cette structure. J'ai laissé de côté un CDI chez LVMH, qui était dans une
va dire, une fonction, une parcellisation de la fonction RH sur la partie expatriation. Et je me suis dit, non, je préfère prendre ce défi, ce challenge, ce qui est un peu mon ADN. J'aime bien relever les défis, sortir de ma zone de confort. Et donc, j'ai monté la fonction RH dans ces startups. On est passé rapidement à 300 personnes avec des fusions-acquisitions, un changement d'actionnaire, des due diligence, malheureusement des plans sociaux. Et puis j'ai décidé de quitter parce que c'est toujours très compliqué quand on est RH d'avoir tricoté une organisation et engagé des personnes dans tous les sens du terme. Et puis de devoir malheureusement en fait mettre fin à leur contrat. Donc je suis partie pour rejoindre Firmenich. Qui est Firmenich ? Je ne connais pas du tout. C'est une société familiale qui est spécialisée dans la création de parfums et d'arômes alimentaires. Donc une société avec des créatifs, des parfumeurs. Et donc j'ai eu la chance d'être DRH de la filiale parisienne qui est toujours un centre de création et aussi un centre commercial. Et chez Firmenich, on a toujours, en tout cas quand on est RH, on a plusieurs missions. On a toujours une mission principale et puis on a des missions à côté secondaires. Donc j'ai eu la chance d'être sur les parties usines dans le sud-ouest de la France, puis Talent Management Europe, etc. Enfin, différentes missions, dont une dernière qui était de la mise en place des indicateurs de performance pour la nouvelle stratégie RH. Et j'ai découvert... et puis j'étais dans l'innovation RH, j'ai mis en place un bilan personnel qui a été déployé sur les 67 filiales. Enfin, en tout cas, je me suis bien amusée dans cette société. Tu es resté assez longtemps, du coup ? 14 ans. Ouais, ok. 14 ans, et c'était une société qui permettait en fait d'être innovant. C'était comme un peu, on avait une sensation d'être en start-up dans un grand groupe, et avec des pilotes qu'on pouvait après déployer sur les autres filiales, donc relativement intéressant. Et dans ma dernière mission, j'ai travaillé avec l'équipe Transfo. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est RH, on est toujours dans la transfo, mais façon toujours un peu Monsieur Jourdain. Or, il existe des process. Et quand j'ai découvert ceci avec l'équipe transfo, je me suis dit, mais il faut y aller. Okay. Et donc, j'ai quitté ma fonction de DRH pour rejoindre l'équipe des consultants internes de Transfo. Et j'étais sur la partie Transfo des fonctions support et ensuite de la partie usine. Et ce qui m'allait un peu moins bien sur la partie usine. Et donc, j'ai décidé de quitter pour rejoindre un peu ce côté entrepreneur que j'avais en montant des projets, etc. Et donc, dans un premier temps, j'ai été plutôt en management dit de transition, et notamment chez Nestlé Skin Health, où j'ai accompagné le plan de départ volontaire. Donc, il y avait une partie aussi accompagnement RH, certes, mais transfo, puisqu'il fallait mener l'entreprise telle qu'elle était, avec énormément d'ancienneté de collaborateurs, etc., vers une société cible. Une fois que j'ai mené cette mission, j'ai mené d'autres missions avec des clients sur la partie transfo sur des usines, mettre en place aussi des process, des career paths, etc. Enfin, vraiment des rencontres intéressantes avec des clients divers et variés, c'est ce que je recherchais. Et puis, j'ai été ce que j'appelle rattrapée par la patrouille, c'est-à-dire que je suis repartie dans le salariat chez Kantar, puisqu'il y avait un beau projet qui m'était proposé, c'était travailler sur la transformation des métiers et la transformation de la culture managériale pour une division qui était Kantar Insight. Et donc, j'ai rejoint cette division-là et très vite, j'ai été nommée DRH France sur l'ensemble des filiales. Et pendant mon plan d'intégration, le Covid est arrivé. Donc, mise en place du plan de continuité d'activité pour toutes les filiales, etc. Et je pense que comme beaucoup de personnes, le Covid a été un peu un shaker. En tout cas, pour moi, ça a été assez révélateur. Comme un peu une perte de sens, qui est arrivée, et j'ai décidé j'ai mené ce plan de continuité, et je suis repartie sur cette partie, sur l'entrepreneuriat. J'ai monté ma structure, et à nouveau, je l'ai poursuivie, et avec notamment des enquêtes que j'ai menées au fil de mes pérégrinations sur la partie harcèlement moral et sexuel. Et il y a une enquête qui m'a particulièrement secouée, vraiment, par le nombre de personnes que j'ai interviewées, par l'intensité. C'est une enquête que toi, tu as menée, en fait. Oui, pour le compte d'un client. D'accord, mais j'étais moi-même la personne qui interviewait, puisque c'était vraiment une enquête très délicate par rapport aux personnes qui étaient concernées, les présumés agresseurs, on va dire. Et donc, j'ai interviewé les présumées victimes, mais en nombre relativement conséquent. Mais l'intensité de ces témoignages que j'ai gérés
m'a vraiment bouleversée. Et un soir, en discutant des impacts du sexisme en entreprise, mais aussi de toute la partie harcèlement à mon mari, évidemment sans parler exactement lié à la confidentialité de ce que je vivais, mais de manière générale. Et puis là, il y a mon fils qui était relativement jeune à cette époque-là, qui n'a pas pour l'habitude d'intervenir dans les discussions d'adultes, mais qui entendait d'une oreille et qui est arrivé et qui m'a dit « Mais maman, je comprends pas, ces personnes-là, ils n'ont pas un papa et une maman qui leur expliquent ce qu'il faut faire ou pas faire, comme tu le fais ?» Et là, je me suis dit, mais il y a un problème de prise de conscience, en fait. Et c'est vrai, on arrive en entreprise, on a des sensibilisations sur des formations, on va dire, assez classiques. Ouais. Mais on n'a pas cette notion de prise de conscience avec des faits miroirs ou autres. Et donc, j'ai cherché pour le compte du client après, parce qu'il fallait bien relancer la machine aussi. C'est-à-dire que quand on se retrouve confronté à ça, en fait, toute l'organisation est un peu... embarqué dans cette histoire, et ça peut créer en fait un environnement toxique, même post-enquête. Et donc, je travaille avec la RH pour retrouver des formations, et en fait, avec une notion de prise de conscience. Et en fait, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des formations qui étaient un petit peu plus culpabilisantes, qui étaient avec une certaine morale, etc. Beaucoup de juridique, mais il n'y avait pas cette notion de prise de conscience, comprendre, et puis aussi des solutions concrètes. Et moi, mon ADN, ça a toujours été comme ça, c'était apporter des solutions concrètes. Que ce soit mon DG, mes managers, dans toutes les organisations, un problème, une solution concrète, et pas seulement des choses un petit peu hors normes où on réfléchit, on brainstorm, mais en fait, il y a rien, il en sort rien. Et donc, j'ai réfléchi à tout ceci en me disant, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des 2 années pour concevoir cette formation. Et je me suis dit, il y a quelque chose à créer, à monter pour répondre en fait à un besoin et aussi à une attente des nouvelles générations. Parce que je donne des cours dans des écoles, et quand je parle de ce sujet-là, tous me disent, oui, en fait, les entreprises ont des promesses, nous parlent, etc. Ouais. Et puis, il n'y a rien derrière en action concrète, c'est du blabla. Et à donc, part un affichage et puis trois mots, et puis voilà quoi. Mais... Des chartes qu'on affiche, moi aussi j'en ai mis en place, des chartes, bonne on sait tous que ce qu'on affiche, puis, on le fait pour le juridique parce qu'on a une obligation légale, mais sorti de ça... Bullshit, derrière, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait derrière ça Donc, voilà. Et en fait, j'ai mis en place une formation, même aussi en présentiel, qui est sur plusieurs axes, qui est prise de conscience, comprendre, identifier et agir. Voilà, c'est les 4 étapes. Et donc, je me suis gratté la tête en me disant, parce qu'une fois que j'ai rédigé un peu cette formation, mais en étant toujours dans cette notion de comprendre, comment on peut faire pour avoir cette prise de conscience. Et donc, j'ai écrit un script d'un film où j'ai raconté l'histoire d'une jeune femme qui rentre dans le monde de l'entreprise et qui va subir du sexisme classique, ordinaire, discriminant, puis après du sexisme classique, bienveillant, masqué, subtil, jusqu'à hostile, et puis jusqu'au pire, c'est-à-dire le harcèlement, mais aussi issu de mes pérégrinations, du harcèlement aussi que peut subir un homme, parce qu'on parle seulement... le point commun dans le sexisme, c'est que ça concerne les hommes et les femmes et les hommes. Alors les femmes, c'est vrai qu'on en parle plus, mais ça concerne aussi les hommes. Il y a des stats sur le sexisme plutôt contre les femmes et le sexisme envers les hommes ? Alors, pas vraiment. En fait, les hommes souvent minimisent. C'est pour ça qu'il en existe. Mais les hommes minimisent. Pourquoi ? Parce que ça va porter atteinte à leur virilité. Donc, ils ont du mal aussi à en parler. Mais en off et dans les messages privés que je reçois sur LinkedIn, oui, j'ai des personnes qui me font part en fait, de leur expérience. Et justement, dans le film que j'ai tourné, je mets en lumière le témoignage d'un jeune homme qui est venu me voir à la sortie d'un cours et qui m'a dit, voilà ce qui se passe avec mon tuteur, etc. et comment je peux m'en sortir. Donc, tout ceci est mis en place, mais une fois qu'on a parlé du côté un peu dark et sombre, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, cette jeune femme, elle monte justement une position de manager, donc elle subit encore du sexisme malgré le fait qu'elle soit manager, mais ensuite, elle va se renseigner sur tout ce qui existe en entreprise, parce qu'il existe quand même des choses qui sont mises en place, pas que des chartes. Il y a le référent, il y a des politiques avec des RH qui mettent en place des actions concrètes, etc. Mais lui aussi peut mettre
mettre en place des actions pour que l'environnement de travail, c'est-à-dire ces équipes, en fait, le vivent sereinement, le sexisme, arrivent à en rire, parce qu'on peut rire de tout, à partir du moment où voilà, c'est bien fait. Et donc, elle va mettre en place des actions, et c'est tout l'objet, après, de la fin de cette formation, donc qui est en ligne, mais aussi qui est en présentiel maintenant, sur quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, comment on peut développer un management inclusif. Et puis, j'ai aussi travaillé sur une partie pour les managers, les RH et les partenaires sociaux, parce qu'en fait, quand ceci arrive, quand on doit mettre une enquête, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une plainte, comment on fait en fait ? Et souvent, on panique quand on est RH. Donc, soit on fait l'autruche, voilà, soit on va recevoir la personne et puis on va lui dire, écoute... c'est d'étouffer l'affaire, entre guillemets. On va essayer un peu d'étouffer, ou alors... Ou c'est pas très grave. On va parler du présumé, au présumé agresseur, et puis si on a une entreprise un peu tentaculaire, on va penser que c'est un problème de personne à personne, on va muter la personne ailleurs, comme ça, voilà, c'est tranquille. Ou alors, on va mener une enquête, et là, comment on fait pour que le manager conserve la dynamique en interne, parce que c'est l'objectif, c'est pas que tout s'arrête dans l'attente de l'enquête. Donc c'est comment le manager en fait va pouvoir toujours être présent, pour autant être authentique, pas minimiser, mais pas amplifier. Voilà, quel rôle de chacun en fait dans cette histoire. Et puis comment ça se passe si en fait il n'y a pas en fait de harcèlement avéré. Ça existe. Moi, je me suis retrouvée aussi confrontée à des situations où c'était des dénonciations aussi calomnieuses. Donc, comment on fait aussi pour travailler sur rétablir la présumé agresseur, qui n'est pas en fait agresseur, dans l'entreprise, et que tout reparte à zéro. Mais l'objectif surtout de cette formation, le côté prise de conscience, c'est sensibilisons tous pour qu'en fait, quand on est dans un environnement qui n'est pas toxique, avec aucun sexisme, parce que souvent, en fait, on traite la notion de main aux fesses, harcèlement sexuel, etc. C'est ce qu'on appelle le sexisme visible. Tu vois, les inégalités salariales, etc. On parle de ça avec la loi Rixin, autant d'hommes que de femmes au comité de direction à terme. Ok, ça c'est visible, mais est-ce qu'on traite en fait l'invisible qui est en fait le sexisme le plus profond qui va générer l'autre ? Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et on fait, on le traite pas franchement. Et donc, c'est tout ça, en fait, c'est travaillons sur cette sensibilisation, sur ayons un environnement de travail qui n'est pas empli de mini-agressions, ce qui ne sera pas un terrain pour le harcèlement sexuel. Travaillons sur les problèmes, en fait, de critères d'évaluation qui soient objectifs, ce qui fait qu'on aura moins d'inégalités salariales. Tu vois, c'est tout ceci, en fait, qu'on aborde aussi dans ces formations, qui vont faire en sorte que l'environnement, il va être sécurisant, et du coup, il va retenir les meilleurs, et il va attirer aussi les personnes dans l'organisation. Ok. Très intéressant. Alors du coup, j'ai des tonnes de questions, Laurence. Ok. Déjà, tu as dit quelque chose, parce que j'avais en tête que la formation était learning, mais tu l'as fait aussi en présentiel. Je vais juste revenir sur ce point-là. Est-ce que tu penses qu'il y a une méthodologie de formation qui est plus efficace que l'autre sur ce sujet du sexisme ? Est-ce que toi, tu ressens que la formation e-learning a un bon impact, ou que la formation présentielle a un meilleur impact, ou peu importe en fait ? Alors en fait, la formation e-learning, pour moi, a un intérêt, c'est que la personne, elle est devant son écran, seule, et pour une prise de conscience, c'est toujours plus facile. Alors que quand tu es en présentiel, alors il y a des entreprises qui ont du mal en fait à gérer le e-learning parce qu'ils se disent que les personnes vont avoir du mal à en fait libérer du temps pour. Mais pour moi, elle est plus intéressante en termes d'impact parce que quand tu es en présentiel, tu es tous ensemble et tu peux avoir une notion de meute. Okay. Et parfois, c'est plus difficile pour moi d'arriver à faire prendre conscience. Mais dans la formation en présentiel, on va prendre des extraits du film et on va demander aux personnes, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous... Et quand tu fais la formation présentielle, par contre, dans la salle, est-ce que tu mets des personnes qui sont de la même entreprise ou pas du tout, justement, au contraire ? Tu préfères éviter ? Alors, non, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ce qu'il faut, en fait, c'est recueillir la parole, c'est-à-dire laisser toutes les personnes s'exprimer comme ils le souhaitent. Donc, souvent, en fait, le meilleur moyen, c'est cette notion de post-it avec encore le côté anonyme où les personnes vont s'exprimer. Et puis, ce qui se passe dans la salle reste dans la salle. Reste dans la salle, tout à fait. Là, c'est fondamental sur ce sujet. Ok, ouais, donc, du coup, la place du storytelling dans ta formation, il est important avec ce film. Parce que c'est 1 heure de film, ce que tu me disais, c'est à peu près 1 heure de film que tu as découpé évidemment en scénettes. Exactement. Qui raconte une histoire dans la durée, mais une scénette, et qui te permettent d'animer et la formation e-learning
et la formation présentielle. Exactement. C'est ça en fait. Okay. Tout à fait. C'est-à-dire derrière ce film qui est le support, eh bien on va avoir cette notion d'explication, etc. Et donc les clients disent que c'est un peu le Netflix du sexisme, parce qu'on voit cette progression avec Alison dans l'entreprise et on veut savoir justement qu'est-ce qui va lui arriver juste derrière. Donc c'est pour ça que la formation e-learning, une fois que les entreprises en font la promotion, eh bien les collaborateurs tombent dedans et ont envie de poursuivre. Mais il y a toujours cette réticence en disant mais vont-ils avoir suffisamment de temps pour ? Et les résultats sont là pour autant. Ok. Est-ce que tu constates une évolution, j'espère positive, mais une évolution dans la perception du sexisme en entreprise ces derniers mois, ces dernières années ? Est-ce que les phénomènes type MeToo ont permis aussi de libérer plus la parole? Toi, quelle est ta perception de ça en fait? Alors ma perception, c'est que les entreprises sont en train de changer, mais le problème, c'est que on est toujours dans les extrêmes. C'est-à-dire que soit on laisse passer et puis voilà, la femme ou l'homme n'a qu'à dire non, ou on va mettre de côté en fait la personne, ou alors c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'on met un peu des sacs de sable autour du bureau, on peut plus rien dire, j'ai peur même de prendre l'ascenseur, c'est ce que j'ai entendu la semaine dernière de la part d'un collaborateur qui m'a dit « moi, la solution, c'est simple, je rentre pas dans l'ascenseur quand il y a une femme et que je risque d'être toute seule avec lui. » De peur d'être accusé de... Éventuellement. Ok, d'accord. Voilà. Un autre manager qui, en Dixit, m'a dit « moi, maintenant, je fais des entretiens d'évaluation, mais avec la RH à côté de moi pour être sûr de... » Donc ça, c'est justement ce à quoi, en fait, il ne faut pas arriver. Donc c'est plus on sensibilise et plus on est dans ce que j'appelle la courtoisie, parce qu'on peut très bien aussi draguer au travail, c'est juste une histoire de consentement. Moi, pour ma part, je rencontrais mon mari dans l'environnement professionnel. Voilà, donc il faut pouvoir continuer. Et il y a de nombreux couples qui se sont créés dans le monde professionnel. Tout à fait, donc il faut continuer. Sauf qu'il faut avoir cette notion de courtoisie, de consentement, de savoir où ça s'arrête, où ça commence. Et pareil pour la partie inégalité de traitement, si on parle compétence, on parle par genre. Donc en fait, si on parle courtoisie, si on parle compétence, en fait, on va éradiquer le sexisme dans le monde de l'entreprise. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a encore comme une forme de déni, dans un premier temps. Et il y a aussi, en fait, la peur des dirigeants de se dire, si je commence à aborder ce sujet, je vais ouvrir la boîte de Pandore. Or, en fait, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, en fait, la boîte de Pandore, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attente des jeunes aujourd'hui sur cette partie-là. Tous le disent. En fait, à chaque fois que je vais donner des cours, ou même à la sortie de conférence, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais en fait, on n'ose pas en parler. » Et moi, je sais que si ça m'arrive, je ne vais même pas aller voir les RH, je préfère partir, parce que c'est moi qui vais être vue comme étant la méchante, ou le méchant. Sauf que ces personnes, en partant à l'extérieur, on a vu le cas encore du Ritz là aujourd'hui, il y a 15 jours à peu près, où en fait les personnes, certaines sont venues au RH, mais d'autres pas. Et en fait, elles vont être en extérieur, et quand elles commencent à être en extérieur et à parler, etc., eh bien ça va nuire clairement à la réputation de l'entreprise. Clairement. Et ça va être l'horreur. Donc autant justement en parler, expliquer de quoi il s'agit. Ça ne va pas ouvrir spécialement des boîtes de Pandore, non, ce n'est pas vrai, mais en revanche, ça va créer une transparence dans la communication. Ça va permettre justement de faire en sorte que les personnes fassent attention à ce qu'elles disent, sans pour autant en fait créer en fait des murs entre les hommes et les femmes. Ok, très très clair. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois d'entreprises dans leur approche du sexisme? Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu vois encore des erreurs? Et à contrario, quelles bonnes pratiques tu vois aujourd'hui d'entreprises? Alors là, pour le coup, si c'est des bonnes pratiques, tu peux même citer le nom des entreprises si tu le souhaites. Alors, pour les erreurs, on va les laisser. Les erreurs, on va pas les citer. Mais en termes d'erreurs principales, la principale erreur que j'ai pu voir, c'est justement que les managers ne soient pas formés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas comment accueillir la parole. Ils sont embêtés et en fait, ils ont envie de solutionner le problème, eux par eux-mêmes. Ok. Dans leur équipe, voilà, un peu en vase clos quelque part. Voilà, exactement. Ils confondent vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'ils vont vite
aller résoudre le problème, essayer justement d'aller voir le présumé harceleur, etc. Que ça soit moral ou sexuel d'ailleurs. Or, en fait, il ne faut pas agir en ce sens, il faut toujours être accompagné, au contraire. Il faut aller voir le RH, le référent harcèlement sexuel, au sein du CSE qui est formé pour expliquer le cas, parce que lui, son job, c'est notamment d'avoir la performance collective et donc de réaligner tout le monde justement sur les objectifs, faire en sorte que tout le monde ne soit pas, on va dire, complètement décontenancé par ce qui se passe. Donc c'est moi ma principale erreur que j'ai pu voir, voilà, c'est ceci, c'est vouloir garder ceci ou aller vite, recevoir, et en fait, ils en arrivent à créer en Donc fait le conseil une que boule tu de neige. donnerais à un manager qui est confronté à ce sujet dans son équipe, c'est Écouter, écouter ne et... pas minimiser, Ok. et ensuite, vraiment écouter, ne pas minimiser, pas mettre de côté, mais ne pas résoudre ceci par soi-même. Se faire accompagner par le RH et par le référent qui est dans l'entreprise, s'il y en a un, bien évidemment. Ok. Mais c'est pas de rester seul, quoi. Et Jamais. Ouais, de penser qu'on va réussir à gérer seul cette situation, en fait. Exactement. Ok. Et dans les bonnes Bonne pratiques, pratique. les bonnes pratiques, c'est justement de former, de sensibiliser, d'expliquer, de donner ces clés-là aux managers. Enfin, souvent, les managers sont vus comme étant, les RH comme des business partners. Les managers doivent être des RH partners aussi sur la partie en fait qui leur incombe, recrutement, formation, etc. Mais pour ces aspects-là qui sont quand même bien spécifiques, parce que ça va toucher aussi la réputation de l'entreprise, ça va toucher des individus proprement parlés. Il faut vraiment là aller voir les RH et être formés, être équipés. Donc toutes les entreprises qui font justement de leurs managers, qui les forment, qui les sensibilisent sur la partie biais, stéréotypes, ça va aller vraiment les équiper, ils vont être des RH partners pour moi, mais aussi après les équiper pour savoir agir, réagir, recueillir la parole et ne pas culpabiliser aussi de pas savoir aller voir. Et aussi un autre point, c'est d'être équipé sur cette partie stéréotypes et biais. Et de savoir raisonner compétences et pas genre. De plus en plus. Parce que parfois, ils ont des jugements qui sont... on est tous comme ça, hein, on a tous des biais, des stéréotypes, mais ils ont parfois dans leur équipe des hommes qui vont rendre prisonniers en fait de leur job parce qu'ils ne vont pas oser aller accompagner leur femme à un rendez-vous qui est important pour leur enfant, aller à l'école, etc. Parce que peut-être qu'ils vont être targués de ne pas être ambitieux. Oui. Tu vois. Et ça, les managers aussi, c'est pour ça que les bonnes pratiques, c'est de former aussi les managers à tout ce qui est biais, stéréotypes. Et donc dans le film, justement, on a toute une partie, un film, une scénette, pardon, qui est dédiée à ça, stéréotypes et biais, qui sont les travaux en fait du laboratoire de l'égalité, où on explique justement toute cette partie-là dont il faut se débarrasser pour arriver à parler compétences, mais aussi écouter. Et c'est pas parce que une personne n'est pas disponible à un moment donné en fait qu'elle n'est pas engagée pour autant. Donc c'est tout ça en fait les bonnes pratiques, c'est arriver à faire monter en compétence les managers sur cette partie-là pour que du coup ils raisonnent vraiment compétences et qu'ils permettent de libérer chacun en fait de son potentiel sans les laisser dans un carcan. Donc les bonnes pratiques, et on les a vues, notamment je travaille avec quelques startups de la French Tech, c'est ce qu'ils ont tous mentionné, en fait, que cette partie-là est hyper importante pour expérimenter et outiller leurs managers. Et en fait, ils se sont rendus compte dans les indicateurs de performance qu'il y avait moins d'absentéisme subi. Et qu'ils avaient des personnes qui justement étaient complètement motivées, engagées, et que les feedbacks qu'ils avaient en fait de leur part des managers, etc. C'était en ce sens, c'est qu'ils avaient des équipes qui trouvaient avec plus de cohésion et de collaboration, avec un environnement qu'ils jugeaient plus sécurisant. Tu vois. Donc je pense que c'est ça pour moi les bonnes pratiques, c'est d'arriver vraiment à faire des managers, non pas que des experts dans leur domaine, c'est certain, mais de leur donner cet outillage pour créer des environnements en fait sécurisants et harmonieux où chacun va déployer son potentiel. Ok. Et pour les outiller, les former, et quels sont des autres dispositifs qu'on peut donner à des managers en entreprise pour les outiller? Alors, les autres moyens qu'on peut avoir, c'est d'avoir justement un lien de proximité avec le RH. Ouais, tu vois, moi, en fait, ma question, excuse-moi, je vais préciser ma question, parce qu'elle était pas assez précise, Laurence. C'est, si je suis manager,
Comment est-ce que je peux détecter, par exemple, des signaux faibles? Tu vois, le film, j'ai eu la chance de voir des extraits où on voit un homme regarder avec insistance une femme. En fait, il n'y a pas de parole à ce stade, mais déjà, il y a effectivement quelque chose d'assez malsain. Est-ce que ça, c'est des signaux faibles? Est-ce qu'il y a d'autres signaux faibles que je peux détecter en tant que manager et qui peuvent m'alerter en me disant oh, warning Florent, il y a quelque chose à... Oui, il faut être vigilant. Oui, tu as des signaux faibles qui sont assez, entre guillemets, courants et pour autant qu'on ne va pas réussir à lire. C'est l'isolement d'un collaborateur, même dans les rituels informels. Souvent, la personne va donner des excuses, alors qu'en fait, c'est que parfois, elle se retrouve dans une situation où elle ne veut pas se retrouver confrontée à la personne qui peut l'embêter. Tu peux avoir des stratégies dites d'évitement, c'est-à-dire qu'une femme qui était habillée de manière très féminine, qui va tout d'un coup se transformer en homme avec des pulls à col roulé, des choses comme ça. Donc oui, il y a des stratégies d'évitement que le manager peut voir pour la partie harcèlement dit sexuel, et t'en as d'autres pour la partie aussi harcèlement dit moral, qui sont à peu près du même genre, du même acabit. Mais oui, ça fait partie des points d'ancrage qu'il est important d'avoir. Et c'est pareil, ça passe par une formation aussi quelque part, parce que tu peux pas demander au manager d'avoir juste le nez creux sans avoir le mode d'emploi, tu vois. Donc, et en fait, tout ceci, ça nécessite d'avoir un lien, ce que je te disais tout à l'heure, de proximité avec le RH, parce que parfois, tu es dans le business, ça va vite, hein, tout le monde a une pression, etc. Et de pouvoir avoir ce retour d'expérience, ce retour sur image avec son RH pour lui dire, voilà, j'ai le ressenti que, j'ai cru me rendre compte que, est-ce qu'on peut en parler, voilà, pour avoir le bon décryptage, en fait. Ok. Est-ce que tu notes quelque chose de générationnel autour de ce sujet du sexisme? Tu disais tout à l'heure que les plus jeunes étaient peut-être plus sensibles que nous, à notre époque, on l'était. Est-ce qu'ils sont peut-être plus victimes aussi, ou ça, en fait, ça touche tout le monde, en fait? En fait, je pense pas qu'ils soient plus victimes, sauf qu'en fait, ils ne l'acceptent plus du tout, en fait, ces comportements dits inappropriés. Pour eux, c'est inconcevable, et le fait de pouvoir les entendre avec des petites blagues sexistes ou autres, etc., c'est pas possible pour eux. Alors que c'était complètement, entre guillemets, c'était toléré, c'était comme ça avant, et puis on va pas en mourir. Moi, j'ai une dame dans une formation qui m'a dit non mais oui, on est d'accord Laurence, mais on n'en meurt pas, c'est une petite main aux fesses, pourquoi pas, etc. Or, c'est une femme qui t'a dit ça? Une femme de 50 ans qui m'a dit ça, alors qu'une jeune qui était dans la salle a dit ah non mais moi c'est pas possible, même une main sur la cuisse, voilà, je ne le tolère pas. Et une main sur la cuisse, c'est une agression sexuelle au sens du droit du travail, puisque ça fait partie des 5 parties du corps que tu ne dois pas toucher, qui font partie des agressions sexuelles. Mais il y a des choses qui étaient tolérées dit avant. Bon, il y a des films, hein, même dans 1617, tu as des passages, voilà, tu te dis, c'est un peu moyen. On sait que c'est une comédie, mais c'est... Voilà, ça ne se fait pas. Et pour autant, tu le vois dans un film, donc dans des espaces, c'est comme ça. Et puis aussi, tu as la peur d'eux, tu vois, et puis si je fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a quand même des secteurs d'activité, comme le secteur... Des jeux vidéo, où c'est clairement des microcosmes que de dénoncer ça, en fait, tu sais que tu vas être blacklisté après, potentiellement, dans le secteur. Et ça a été le cas pour une grande entreprise dans ce secteur-là qui a eu quelques petits problèmes quand même. Exactement. Oui. Et justement, dans ma conférence, malheureusement, je la cite un petit peu en exemple, puisqu'en fait, cette société, en fait, n'a pas eu connaissance ni conscience en fait de l'impact du sexisme dans son entreprise. Elle l'a laissé faire sur la partie dont je te parlais visible, et puis en fait ça a été comme une boule de neige, tu sais, en haut d'une montagne qui dévale et en fait quand même plein d'éléments sur son passage. En fait on est passé du côté agissement sexiste, agression, etc., jusqu'à inégalité salariale, management vraiment qui était très sexiste, avec justement des femmes qui n'étaient pas du tout promues, avec très peu de féminisation en fait des
des cadres dirigeants. Et en fait, ça a tout embarqué en fait sur son passage. Et ce qui fait qu'ils ont dû malheureusement se passer des personnes qui étaient créatives, sauf que ayant travaillé dans la parfumerie, si tu veux, me passer de parfumeur, c'est pour la continuité d'activité, c'est un peu compliqué. Mais aussi, on se rend pas compte, c'est que ces personnes-là, en fait, derrière eux, en fait, il y a des milliers et des milliers là pour ce coup de développeurs, Oui. et que ça gangrène un petit peu la motivation et l'engagement des collaborateurs. Ça tue la confiance. Au-delà de l'externe, avec le côté réputation qui a été endommagé, en interne, ça a permis, ça a fait des dégâts. C'est pas permis, ça a fait des dégâts monstrueux. Et ils ont eu des problèmes. Les talents sont partis, d'autres talents sont partis. Ils ont eu des problèmes d'attractivité. Forcément, des talents n'ont pas envie de venir. Voilà. Et les résultats, ils sont quand même mesurables. C'est que le cours de leur bourse. En ce moment, c'est compliqué. L'entreprise s'appelle Ubisoft, on peut la citer un peu. Tout à fait. C'est dans la presse. Ouais. Donc, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, cette entreprise a quand même rebondi, a bien fait les choses pour franchir cette étape très difficile dans leur vie d'entreprise? Oui, tout à fait. Ils ont mené énormément d'actions. Maintenant, c'est compliqué en fait. Ça peut être un cas d'école quelque part. C'est clairement un cas d'école. Et c'est vrai qu'on voit que de ce fait, la pente est très longue à remonter. Et qu'il vaut mieux, plutôt que de faire la stratégie de l'autruche, c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps, mais aussi la stratégie de la patate chaude, parce qu'en fait, comme cette entreprise est tentaculaire, ils ont envoyé les créatifs à droite et à gauche pensant que c'était un problème entre deux personnes plutôt qu'autre chose, et ils ont mené plusieurs stratégies qui n'ont pas du tout fonctionné, et c'est là où on voit que ils n'avaient pas ni conscience, ni connaissance des impacts, ni savent pas comment le traiter. Or, c'est ça, je reviens sur la boîte de Pandore, vaut mieux en fait en parler, dire concrètement les choses, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi pour créer en fait un environnement qui devient sécurisant. Et pour en revenir à ta question... Il faut sortir les personnes dont on sait véritablement qu'elles ont des comportements inappropriés. Alors, est-ce que je suis radical quand je dis ça? On peut être radical parce que là, dans ce cas, on arrive à des moments, à des choses extrêmes. Donc oui, on est d'accord, il faut les sortir. Mais avant ça, il faut peut-être aussi plutôt leur parler. Moi, j'ai travaillé, j'ai accompagné en fait là une personne qui était vue, comme étant clairement harceleur. C'était un talent. L'entreprise en fait a fait une action qui a été que je la suis, elle a suivi la formation en ligne, que maintenant on échange, on parle, etc. Et elle a clairement pris conscience en fait de ces comportements qui n'allaient pas du tout. Et maintenant, elle est toujours dans l'entreprise en ayant fait comme un mea culpa évidemment auprès de la personne, mais en étant évidemment tel le lait sur le feu. Elle est j'aime pas dire surveillée, mais en tout cas, elle est accompagnée pour permettre justement de poursuivre. L'objectif, c'est pas seulement parfois de dire out, et puis voilà, sauf évidemment dans les cas extrêmes. Mais pour moi, justement, mon ADN, c'est de dire prise de conscience, accompagnement, évitons que ça arrive, parce que quand ça arrive, pour les personnes qui sont victimes, je peux te dire que c'est très compliqué pour elles. Pour les personnes aussi qui sont agresseurs, c'est pas la peine en fait de les renvoyer dans une autre entreprise où en fait ils peuvent recommencer et voilà. Donc vaut mieux en fait justement. C'est la patate chaude mais à l'extérieur en fait. À l'extérieur, c'est pire, tu vois. Donc et c'est pas la peine que d'autres personnes fassent de mauvaises rencontres. Donc je ne suis pas spécialement radicale, sauf que quand c'est arrivé, que ça a été trop loin et que voilà, c'est vraiment pas possible. Mais vaut mieux agir avant. Ouais, ok. Sujet de télétravail. Est-ce que le télétravail a changé des choses autour du sujet du sexisme en entreprise? Complètement. Parce que c'est une autre manière d'avoir des relations avec ses collègues, ses subordonnés, son équipe. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé et est-ce que c'est un sujet que tu abordes, toi? Alors en fait, le télétravail a été un révélateur de ce que les personnes ne voulaient plus. Ok. En fait, avant de savoir ce qu'on veut, on sait toujours ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Et en fait, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles subissaient des agissements sexistes sur leur lieu de travail, qu'elles les laissaient faire, et voilà, pour moult raisons. Et puis, quand elles sont venues justement sur le lieu de travail, elles ont dit « Non, ça, c'est fini, stop ». Et c'est comme ceci, en fait, que le sexisme est apparu comme étant un élément qui va créer un environnement de travail toxique que toute génération, pour le coup, ne voulait plus. En fait, c'est en ce sens que le télétravail a agi. Ok, très très clair.
Il y a quand même des lois en France autour de ces sujets. Tu penses que les lois aujourd'hui sont encore inadaptées ? Complètement. On est là dans des recommandations, on n'est pas dans des obligations encore. Okay. Et on le voit en fait en France, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on laisse les choses se faire, etc. Et puis un jour, en fait, pour que les actions vraiment deviennent réalité, on est obligé de légiférer. La loi Rexin, c'est la loi Zimmermann dans un premier temps, et d'ailleurs ça a été un succès sur la partie conseil d'administration. Maintenant on a la loi Rexin. Moi, à chaque fois que j'arrive dans des entreprises et que j'en parle, parfois c'est oui, c'est dans longtemps. Bah non, c'est 2026, c'est juste demain. Ah non, c'est juste demain. Voilà, en temps RH, pour moi, c'est juste demain. C'est demain, c'est comme la loi sur les transparences des salaires. Voilà, tout à fait. J'allais dire qu'en 2026, où certains me disent mais je verrai ça. On verra ça plus tard. Un mois avant, oui, t'as raison. Plein de choses à faire, tu te rends compte, Laurence, etc. On verra plus tard. Bah, non. Voilà, donc toute cette partie-là, en fait, ça doit être travaillé en amont. Mais même, tu vois, quand tu as des lois, on dit on a le temps. Donc là, la loi dit il serait bien que, voilà, dans la prévention, vous fassiez des actions pour la prévention sur le harcèlement, etc. Oui. J'ai mis mon affiche. Donc ça ira bien, non ? Ça suffit ? Bah non, ça ne suffit pas, en fait. Et donc, je pense que oui, il serait intéressant et important alors il y a déjà une avancée, mais qui n'est pas du tout dans le droit du travail quelque part, c'est qu'il y a eu la première journée nationale contre le sexisme le 25 janvier, qui a eu lieu l'année dernière. Donc ça a été C'est la première année. C'était la première année, on arrive à la deuxième année, mais si tu veux, c'est la première année, tu vois. Donc je veux dire qu'on commence à avoir une notion de communication, de prise de conscience, etc. Donc ce qui fait qu'on a dans les entreprises un mois de janvier qui enfin, en tout cas pour ma part, qui est assez actif, où on va communiquer, faire des conférences, voilà. Donc c'est en ce sens que justement j'ai monté une conférence deux conférences, une qui est justement sur sexisme tous concernés, parce qu'en fait on est tous acteurs, parce que si on reprend le cas de cette société Ubisoft, justement la direction a dit oui, mais enfin tous les collègues, etc. vous avez rien dit. Donc c'est vrai qu'on est tous concernés quand on voit des agissements sexistes, etc. Chacun a le devoir aussi de dire stop, ça doit s'arrêter. Donc là, c'est une conf là, limite pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. C'est tous concernés, voilà. Qu'on soit quelle que soit sa responsabilité. Exactement. Dans l'entreprise. Tous collaborateurs. Okay. Tout collaborateur, pardon. Ouais. Parce que en fait, on a tous une responsabilité. Et donc, voilà, je parle de petits exemples dont j'ai été témoin en tant que DRH, mais aussi quand j'ai été dans des entreprises. Et puis, j'en ai monté une autre qui est beaucoup plus pour les managers. L'objectif, c'est de dire comment créer un environnement safe. Et donc là, je déploie un modèle safe pour justement anticiper. C'est-à-dire que les managers aient comme référence de parler compétences et non pas genre, dès qu'ils se retrouvent face à des situations. Et donc voilà, donc je déploie un modèle et l'objectif, c'est qu'ils soient outillés et qu'ils soient gardiens justement de ce modèle dans l'entreprise pour que du coup, ils aient ce réflexe-là en disant safe et hop, ils déploient le modèle et qu'on soit dans un environnement non sexiste et exempt de sexisme dans l'entreprise. Ok. Les réseaux sociaux. Sujet que tu es présente, j'imagine, sur un ou plusieurs, enfin sur LinkedIn, c'est sûr. Peut-être sur d'autres réseaux sociaux, j'ai pas creusé, honnêtement, c'est pas le sujet. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle positif ou négatif autour du sujet du sexisme au travail ? Alors, c'est assez incroyable, je trouve. C'est que sur la sphère professionnelle, c'est encore assez timide, on va dire. Voilà. Mais j'ai testé sur LinkedIn des images avec une main aux fesses, et alors là, incroyable, ça s'envole en termes de commentaires, etc. Et là, les commentaires sont très extrêmes. Vraiment très extrême. Même sur LinkedIn. Ah oui, même sur LinkedIn. Ouais, il y en a qui sont compliqués parce que des personnes qui dénoncent des comportements, qui expliquent comment ils l'ont résolu, mais justement de manière extrême. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'entreprise n'a pas conscience du mal que ça peut faire aux personnes et pour autant, et les RH qui sont concernés par ces mises en place de politiques, etc., mais qui doivent le relayer aussi auprès de leur direction générale, sont encore trop timides, trop pas résistants du tout. Okay. Mais ça serait dommage en fait qu'il arrive en fait quelque chose encore dramatique pour que vraiment en fait les entreprises se disent allez,
on y va, mettons vraiment en place une politique qui va bien. Alors les grands groupes, souvent, ont déjà mis en place des formations, etc. Mais c'est les grosses entreprises, parce que justement, ils ont une image, une réputation importante, et que chez eux, la politique zéro sexiste, c'est obligatoire. Ouais, la zone de risque, elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Et puis, ça prend un temps tellement incroyable quand il arrive ce genre de choses qu'ils le savent. Voilà, l'exemple d'Ubisoft, je pense, résonne chez eux. Mais les entreprises, les PME, etc., ils ne sont pas encore vraiment conscients de l'impact que ça peut avoir. Et c'est ce qui est dommage, je trouve. Donc, pour répondre à ta question sur LinkedIn, je trouve que les RH sont encore un peu, pas encore assez moteurs. J'ai fait un colloque la semaine dernière. Il y avait 50 DRH qui étaient là, et tous opiniers du chef, quand justement je parlais de ces sujets-là. Ah oui, machin, etc. Dans le monde de la santé, t'étais, je crois, c'est ça. C'est pas ça, j'ai vu un post LinkedIn là-dessus. Non, pas spécialement dans le monde de la santé. Ok, je confonds. Et donc, ils opinaient tous du chef. Oui, tout le monde est d'accord, en fait. Tout le monde est d'accord. Et puis après, à la pause, on discutait, fait oui, mais voilà. Donc il y a le côté, on a plein de priorités, on a plein de choses à mettre en place, etc. Ce qui est vrai, hein. Enfin, oui, la diversité des attentes qu'on a de la profession RH aujourd'hui en entreprise, c'est énorme. C'est même du délire. C'est énorme. Enfin voilà, moi je vois les sujets que j'ai pour mon podcast, je pense que c'est un peu infini, quoi. Je me dis, mais si je prends tous ces sujets-là, je me dis, mais quand on est RH, et puis effectivement RH dans un grand groupe, c'est pas la même chose qu'être RH tout seul dans sa PME. Exactement. De 200 personnes où t'as déjà la paye, le climat social, les NAO en janvier où ça va être folklorique, enfin voilà, où t'as, voilà. Et malheureusement tu fais des choix qui sont des fois peut-être pas les bons. Exactement. Alors mon conseil, parce que tous les RH ont des politiques inclusion, diversité, égalité hommes-femmes, enfin la partie traitement sur les salaires, avec c'est un travail énorme aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, et à chaque fois mon conseil pour les RH, c'est quand c'est compliqué, faut faire simple. Et on peut y aller par itération. C'est petit à petit. On n'est pas obligé de lancer quelque chose d'énorme. La méthode des petits pas. Exactement, la méthode des petits pas. Donc ça peut être, on commence par une conférence, on ne fait pas le e-learning dans l'intégralité, mais on prend justement quelques modules. On peut juste former son comité de direction pour faire la notion de top-down. Et puis après, on forme les managers derrière, etc. On n'est pas obligé de non plus lancer l'artillerie lourde. Mais à partir du moment où on commence à montrer qu'on met en place des actions concrètes qui va justement conforter les nouvelles générations en disant ils ne nous font pas que des promesses, ils mettent en place aussi des petites actions. Donc en fait, moi j'ai des demandes un petit peu même dans des process d'intégration. Moi j'ai une entreprise qui m'a dit, moi je ne vais pas former tout le monde tout de suite parce que X raisons, mais on va mettre en place un module e-learning dédié pour la partie intégration des nouveaux collaborateurs, pour déjà en fait montrer que c'est dans nos valeurs, tu vois. Donc je suis tout à fait d'accord, les RH sont submergés par le quotidien, etc. J'ai baigné dedans aussi, voilà. Mais et j'ai eu justement l'autre jour une DRH qui me disait aussi, je sais plus par où commencer, il y en a partout, etc. Voilà. Petit à petit, c'est de créer quelque chose, de créer une culture et de montrer que ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Non pas le sexisme uniquement, c'est travailler sur la compétence. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que sexisme, à un moment, on voit que main aux fesses, etc. Non, ça va, c'est plus large que ça, en fait. Oui. C'est ce que je te disais, il y a deux faces. Il y a le sexisme dit visible et l'invisible. Et quand on est RH, on traite l'invisible d'abord, mais d'un coup, on se trouve submergé par le visible. Donc, les politiques, on ne met pas des politiques anti-harcèlement, on met des politiques pour l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, pour avoir des critères, tu vois, de objectifs, de performance, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, travaillons sur tous ces sujets-là pour arriver en fait à créer des valeurs qui vont faire que, il n'y aura pas d'environnement non sécurisant, etc. Mais par petits pas. Ok. Je te verrais bien en tant que productrice de contenu sur du TikTok, de Instagram, avec des vidéos très courtes pour sensibiliser. T'y as songé à un moment ou pas ? Écoute, tu dois lire, pas dans mes pensées, mais dans mon ordinateur, en fait, tout est stocké. J'ai tourné des vidéos. Parce que je pense que ça voilà, pour aider à faire prendre conscience à tout le monde, parce
que tout le monde est sur les réseaux sociaux, jeune, moins jeune, manager, pas manager, RH, pas RH, et ouais, je pense que, en tout cas, alors, peut-être que moi j'ai zappé le truc, mais j'ai pas trouvé de producteurs de contenu ou productrices de contenu sur ce sujet précis sur ces réseaux sociaux où tout le monde traîne, quoi. Alors, j'en ai posté une sur LinkedIn. Okay. Et en fait, j'en ai qui sont dans la boîte, qui vont... Tu pourrais utiliser le nouveau format vidéo de LinkedIn en Tout plus, à fait. en format short, où là, il y a quelque chose à faire, mais effectivement. Prochainement, alors. Ouais, mais on va... mais prochainement, plaisir, ça va être diffusé. Est-ce que tu vois des tendances futures ? C'est pas facile comme question, donc ça, j'en ai conscience, mais les tendances futures que tu vois dans la lutte contre le sexisme au travail, est-ce qu'il y a tellement déjà de choses à faire que pour l'instant on va déjà se concentrer sur ce qu'il y a à faire ? C'est ça. Ou est-ce que tu projettes des sujets plus tard ? Non, moi je pense que déjà il faut déjà avoir cette prise de conscience en fait, et pas que ce n'est pas seulement, tu vois, le classique. Donc on parle de sexisme. Je pense que si enfin moi j'ai envie de dire parlons courtoisie. Et parlons compétences, en fait, c'est les deux points majeurs qui va permettre à tout un chacun de pouvoir se déployer professionnellement, vraiment, mais aussi avoir une bonne conciliation des deux vies. Parce que parfois, il y a on parle pas des hommes qui ont envie aussi de s'occuper aussi de leurs enfants à un moment donné. Tu vois, on est encore dans des stéréotypes par rapport à ça. Donc je pense que c'est la nouvelle génération qui va nous pousser là-dessus. Ils ont envie d'avoir du sens au travail, mais aussi d'avoir du temps pour eux. Et ils ont envie qu'on raisonne justement par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, leurs compétences. Donc les nouvelles tendances, c'est accepter chacun tel qu'il est, tel qu'il a envie d'être dans l'entreprise, et pas seulement avec cette notion de stéréotype qui est encore ancrée, vraiment. Ok. Le temps tourne. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Un sujet dont tu aurais aimé parler, peut-être que je l'ai pas abordé, tout simplement. Je vois pas. Où on a fait bien le tour. On a fait le tour, je crois. De ce que tu aurais pu aimer exprimer. Oui, non, il y a une autre partie, c'est-à-dire que moi je traite aussi de la partie sexisme, mais aussi je traite pas mal de cette partie harcèlement dit moral. C'est beaucoup de formations en fait qui me sont demandées par les entreprises parce que le harcèlement moral peut être aussi juste un ressenti, des comportements qui sont aussi inappropriés ou maladroits de la part de managers qui ont une pression aussi. Et donc c'est comment on fait en fait pour que on n'ait pas ce ressenti-là. Qu'est-ce que c'est ce stress qui est mal géré en fait, ou ces comportements qui sont maladroits de la part du manager et qui vont générer en fait un harcèlement moral à terme. Donc tu vois, c'est comment créer un environnement dit sécurisant, pas que sur cette partie sexiste, mais aussi sur cette partie justement harcèlement dit moral. Pareil, même principe. J'ai un film que là pour l'instant les apprenants, comme on dit, en fait, lisent à tour de rôle et qu'on va tourner à terme. Et elle marche très, très bien. Ça s'appelle Du stress au harcèlement moral. Et c'est une jeune femme qui est manager, là, pour le coup, qui est nommée manager et qui va subir un stress pas possible et qui, en plus, va avoir un élément déclencheur externe qui va venir appuyer là-dessus. Et en fait, elle va dire... En fait, je suis harcelée moralement. Alors que pas du tout. C'est elle qui gère mal toute cette pression interne, externe, sa vie personnelle et tout, et qui va faire boum. Et en fait, le manager va dire, mais non, en fait, je vous ai pas harcelé moralement, selon moi. Alors qu'en fait, il a donné, de par la manière dont il agit, il a créé de la répétition et qui peut être vu comme étant du harcèlement moral au sens juridique du terme. Et donc, oui, la question, c'est est-ce qu'il existe d'autres facteurs, pour moi, qui peuvent créer en fait un environnement toxique dans l'entreprise. C'est aussi cette partie harcèlement dit moral. Et donc, il y a des solutions aussi, parce que voilà, c'est mon ADN, comme tu l'as compris. C'est mon ADN de proposer des solutions concrètes pour que les managers et les collaborateurs se sentent dans un environnement qui va bien. Ok. Très, très avec clairement. la performance de l'entreprise. N'oublions pas, une entreprise n'est pas une association. L'objectif, c'est qu'il y ait une performance individuelle et du coup collective et que ça puisse remplir les objectifs de l'entreprise et sa stratégie future. Et puis après, cercle vertueux. Oui, soit dans un mood positif. Exactement. En tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes, un peu de cooptation, est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais de
de rencontrer, d'échanger à ce micro? Alors, moi, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, à titre personnel et professionnel, qui est Véronique Turner, qui est présidente, qui est une entreprise, mais aussi qui est présidente du syndicat du numérique. Et qui fait beaucoup justement pour promouvoir la féminisation en fait des femmes, la féminisation en fait de la partie numérique, de la tech. Oui. Voilà, donc je t'encourage à la contacter de ma part. Ok, un grand merci. Tu écoutes des podcasts au-delà du mien? Le tien. Ouais. Dès que je fais un jogging, j'écoute le tien. J'aime beaucoup. C'est gentil. J'aime beaucoup le ton. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui d'Alexis Eve. Oui, Yaniro. Qui est vraiment très intéressant. Ouais. Voilà, donc, je dois t'avouer que je vous écoute tous les deux. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a là je te prends un peu des livres autour du sujet du sexisme en entreprise que tu recommanderais de lire ou qui sont pour toi des livres intéressants? Alors, il n'en existe pas vraiment, en fait. Mais tu vas écrire le tien, c'est la raison pour laquelle je suis dans cette écriture, mais ça prend du temps. Je suis dans cette écriture-là parce qu'il n'en existe pas, franchement. Il existe le premier livre qui est du sexisme ordinaire au travail, qui a été écrit en 1978. Ouf. Et c'est comme ça que le mot sexisme est rentré dans le dictionnaire, figure-toi, avec une préface de Simone de Beauvoir. Donc, je l'ai lu, mais alors vraiment, si tu veux, là, c'est là où on voit qu'on a bien progressé quand même. Hein. C'est daté, quoi. Voilà, mais non, il n'en existe pas. Donc tu écris le tien? Oui. Sorti à peu près quand? Alors là, 2025. 2025. Ouais, parce que de toute façon, là, on va être en octobre. C'est ça, 2025. Le temps que de le finaliser, qu'il soit édité. Donc, en 2025. Tu nous tiendras au courant. Voilà, je ferai un post sur LinkedIn à ce moment-là quand il sortira. Si je suis RH, si je suis manager, si je suis collaborateur, pas très bien, on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Sur LinkedIn. Tu réponds? Message privé. Oui, toujours. Ok. Moi, je réponds toujours. J'ai lu un jour un post d'une personne qui disait qu'il recevait tellement de messages qu'il fallait qu'on comprenne qu'il ne répondrait pas à tout. Et ça m'a vraiment révolté. Non, je réponds à tous les messages privés que je reçois. Ok. Et bien sûr, en toute confidentialité, parce que c'est le cœur du sujet, là. Mais je suis toujours dans le côté positif. C'est-à-dire que l'objectif, quand les personnes me contactent, ce sont des solutions pour sortir de cette histoire, parce que c'est jamais très simple. Vraiment, ça demande du courage. Donc, tous les contacts que j'ai, l'objectif, c'est de renvoyer vers d'autres personnes, bien évidemment en interne, mais toujours avec ce côté positif. Ok. Donc, un grand merci, Laurence. Un grand merci pour ton temps, pour tes pratiques. Un petit sujet que tu voulais aborder? Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est parce que souvent, tu avais le côté anecdote. Ah oui, j'ai oublié ma question sur l'anecdote. Mais que fais-je? Tu en as déjà eu quelques-unes d'ailleurs pendant l'échange, mais évidemment, ouais, je suis à ton écoute. Une anecdote effectivement qui te soit arrivée effectivement avec un collaborateur, un client, un candidat, un manager, et qui t'a marqué. Alors, j'en avais plusieurs. Mais je vais en raconter une principale qui m'a marquée. C'est-à-dire que à l'époque, je travaillais donc je ne citerai pas la société parce que il y en a eu plusieurs où il y a eu des fusions-acquisitions. Et puis, il y en a une qui se passait un petit peu de manière compliquée. Puis, tu sais, quand tu es RH, tu es toujours au croisement de 12 chemins entre les syndicats, la direction, les collaborateurs, etc. Et souvent, tu es un peu seul. Et puis, tu vois que tu es dans des zones de turbulence. Et moi, j'étais vraiment dans le triangle des Bermudes à ce moment-là. Et je me doutais que quand j'allais faire un déplacement dans la structure, en fait, ça allait pas très bien se passer. J'en avais cette quasi-certitude, mais voilà, il fallait que j'y aille. Et donc, le week-end précédent, je rencontre un DRH qui était relativement âgé, qui était rompu aux relations syndicales, et je lui fais part de mon problème, et je lui dis, est-ce que tu as une solution, parce que je sens que ça va mal se passer. Il me dit oui, tu vas y aller avec une boîte à archives, et dans cette boîte à archives, tu vas y mettre une banane et une bouteille d'eau. Ok. Donc j'arrive sur le site avec ma fameuse boîte à archives, et ça n'a pas loupé, j'ai été séquestrée.
Et je m'y attendais. Mais ils avaient pas tort, voilà. Mais quand je te dis, on n'est pas toujours maître de tout quand on est RH. Et donc, j'avais pas les réponses à tout non plus. Donc, je me retrouve donc séquestrée avec eux. Et je leur dis que j'ai la solution dans cette fameuse boîte à archives. Et que je n'ouvre pas, mais ce qui nous permet de discuter de manière amicale, on va dire, raisonnée, et tous regarder cette fichue boîte à archives pour eux. Et à un moment, je leur dis, écoutez, voilà, je suis désolée, je vais aux toilettes, je reviens, etc. Et en fait, sachant qu'il y avait cette boîte à archives, ils sont restés, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé partir. Sauf que donc j'ai pris mon sac et en fait, je suis partie. Et je ne suis jamais revenue. Et quand ils m'ont rappelé en disant, mais vous avez oublié votre boîte à archives, je leur ai dit, ouvrez la boîte à archives. Et en fait, il y avait cette fameuse banane et cette bouteille d'eau qui m'aurait permis de tenir au cas où ça durait plus longtemps. Et ils avaient compris que, voilà, j'étais partie, ça m'avait sauvée. Donc, cette anecdote m'est toujours restée sur le thème, voilà, j'ai été sauvée par par la boîte à archives posée au milieu. Et du coup, la séquestration n'a pas duré si longtemps que ça. Ok, un bon sujet. Je fasse un épisode sur ce thème, des fois difficile quand on est RH, séquestration, etc. Menaces de mort. Police judiciaire aussi. Voilà. J'ai passé une journée à la police judiciaire dans le cadre d'une fusion-acquisition qui avait un peu mal tourné et des reclassements qui, soi-disant, étaient pas bons. Voilà, et je me suis retrouvée convoqué en témoin assisté, mis en examen, et puis pour finir, c'était très bien terminé, mais passer 8 heures, c'est un peu moyen. Ouais, voilà. c'est clair. Donc j'ai gardé dans mon portefeuille, tu sais, la convocation pendant des années et des années pour me rappeler que ce métier pouvait être un peu dangereux. Mais ça s'était bien terminé. Ok. Bah écoute, un grand merci Laurence, un grand merci pour ton enthousiasme, tes convictions et moi j'ai appris plein de trucs, donc je suis hyper content. J'espère que tout le monde a appris aussi, appris des choses et surtout a pris conscience qu'il fallait gérer ce sujet de manière optimum et pas juste avec des affiches. Voilà, que ça c'était juste la loi, mais il fallait faire un peu mieux que la loi en fait. Merci Laurence. Merci à toi. Merci à beaucoup. Tout le monde et puis à bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.